Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Alors de mon côté, je sors de maladie pendant plus d'une semaine à faire que tousser et à ne plus avoir de voix. Donc s'il y a des petits cuts, c'est tout simplement que j'ai dû faire un petit montage parce que extinction de voix ou quinte de tout en pleine vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la version 5.0 bêta de Blender, c'est-à-dire que c'est une version de test qui est non stable. Si malgré tout vous souhaitez la tester, je vous expliquerai en fin de vidéo comment télécharger cette version-là, sachant qu'elle aura son release officiel d'ici un mois à peu près, donc fin novembre de ce qu'ils ont annoncé, où normalement la majorité des bugs seront corrigés. Donc je pense que c'est une des plus grosses mises à jour de ces derniers temps concernant Blender. Après c'est normal, hein, on a un gros gap, on passe de la version 4.5 à la version 5, donc c'est une mise à jour majeure. Plein de nouveautés, je vous en ai sélectionné 5. Une sixième dont je vous parlerai qui a été annoncée mais qui n'est pas encore injectée dans cette version-là, mais qui devrait arriver dans la version 5, qui est je pense une des plus grosses révolutions de ces derniers temps sur Blender. Je vous en discuterai, on en discutera juste après. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est l'évolutivité des modifieurs pour les rendre compatibles avec le Geometry Node. Vous savez, depuis quelques temps, on a accès au Geometry Node dans Blender, qui est une approche non destructive, procédurale, nodale, comme on peut retrouver un petit peu sur des logiciels comme Houdini, qui a plein d'avantages, le système nodal. C'est une philosophie un petit peu particulière, mais une fois que vous arrivez un petit peu à maîtriser tout ceci, vous vous rendez compte du potentiel. Et c'est pas pour rien que tous les systèmes de shader sont nodal. Il y a pas mal de trucs maintenant en rig qui sont nodal également. Le compositing est nodal. Là, on va arriver du coup sur de la génération procédurale qui est nodale. Ça a plein d'avantages. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est le nouveau modifier Array. Donc, si je vais dans Add Modifier Generate, on remarque que le Array, maintenant, on en a deux. On a le Array Legacy. Donc, si on traduit, c'est l'héritage des anciennes versions. Donc, c'est exactement celui qu'on avait avant. On a le nombre de répétitions, on a l'offset. Est-ce qu'il est basé sur un objet? Est-ce qu'il est constant? Qu'est-ce que je fais avec les yeux, etc., etc. Donc là, c'est du classique. Mais bon, imaginons que je souhaite rajouter de l'aléatoire d'échelle sur mes duplications, de l'aléatoire de rotation, rajouter par exemple un array sur une forme circulaire ou autre. Compliqué. Je suis obligé de me baser sur des objets intermédiaires, qui vont être le nouveau pivot de l'objet, des mirrors, etc. C'est pas pratique. Donc là, le nouveau outil proposé par Blender, c'est le Generate Array basé sur du Geometry Node. Comment je sais que c'est du Geometry Node? Le logo déjà présent ici. Ça, c'est le logo Geometry Node pour ceux qui n'ont jamais utilisé. Si j'ouvre le panneau, hop là, Geometry Node, vous remarquez une chose, c'est que là, tout ce qui est présent ici, en fait, c'est généré par ce système nodal qui est présent juste là. Donc l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que c'est un outil qui est évolutif, contrairement à l'Array de base de Blender, qui est figé. Si vous n'ouvrez pas le code pour modifier la fonction de Array, vous ne pouvez rien faire. Là, c'est quelque chose qui s'adresse un petit peu plus aux artistes techniques. Si vous voulez voir ce qui est présent sous le capot de ce Array pour le modifier, vous pouvez y aller. Alors ça peut faire peur au premier abord, et surtout quand c'est pas vous qui avez fait le système nodal, donc c'est toujours compliqué de s'y mettre. Mais imaginons que là, je souhaite rajouter un switch. Hop là, alors je vais juste indiquer à Blender que je vais l'éditer. Tac. Je souhaite rajouter un switch sur mon système nodal. Hop là, comme ceci, avec un vrai faux. Ben, tout simplement, si j'expose ça dans mon groupe input, vous allez voir que hop là, tac. Alors il est un petit peu costaud parce qu'il y a pas mal de choses. Il va apparaître ici et je vais exposer un paramètre qui pourrait, par exemple, je sais pas moi, rajouter des subdivisions, qui pourrait rajouter un offset, qui pourrait rajouter du scattering par-dessus. Donc ça va vraiment vous permettre de modifier vous-même ce qui est proposé par Blender de base. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc ça donne un côté évolutif. Donc c'est sûr que la communauté va faire des choses vraiment fabuleuses avec ça. Et l'avantage, c'est que toutes les problématiques qu'on avait qui étaient basées sur le système Array de base ne sont plus présents dans ce système-là. Déjà, c'est beaucoup plus intuitif. Je peux visuellement déplacer mon offset, faire des petites rotations comme ceci, faire des changements d'échelle si je le souhaite. Je peux, comme je disais tout à l'heure, faire de la randomisation, donc de l'aléatoire sur des choses. Par exemple, faire un random de scale. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. Maintenant, c'est très simple de faire de l'aléatoire sur de l'échelle sur un array. Je peux faire de l'aléatoire sur ma rotation, sur mon offset, je peux faire plein de petits trucs. L'avantage également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par défaut, le array, ça suit une ligne, c'est linéaire. Mais si je clique dessus, j'ai plein d'outils qui vont m'intéresser. Je peux le faire par rapport à une curve, et je peux surtout le faire par rapport à un cercle. Si je fais par rapport à un cercle et que je le décale un tout petit peu, vous voyez ce qui se passe? Ça, mine de rien,
Le faire avec l'ancien système de Ray, c'était vraiment ultra complexe et c'était pas intuitif. Là, l'avantage, c'est que c'est géré par défaut par l'outil. Et tout ça est rendu possible grâce aux géométries Node. Et le gros avantage, c'est que ceux qui ont des profils un petit peu techniques, vous allez pouvoir modifier votre propre outil, l'enregistrer et le réutiliser dans notre scène. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc toute la puissance du géométrie Node va petit à petit venir être incorporée dans des outils qui existaient déjà. Le Ray, il existait déjà dans Blender, mais là, on vient rajouter une nouvelle version compatible avec des nouvelles fonctionnalités de Blender. Et l'avantage du géométrie Node, c'est qu'ils peuvent être interconnectés entre eux. Donc, c'est un système de stacking de modifieurs, donc ça change pas la philosophie, mais c'est vraiment ultra intéressant d'un point de vue technique. On a également un nouvel outil pour les curves, donc un nouveau modifier qui est pas mal, qui permet de convertir automatiquement avec une épaisseur en tube, donc curve to tube. Si je clique dessus, vous voyez, alors ça paraît tout bête, hein. Avant on était obligé d'aller ici, de rajouter éventuellement une épaisseur dans la géométrie basée sur un taper object ou autre. Maintenant c'est beaucoup plus simple, tout ça c'est géré avec un modifier. Et là également, vous voyez, c'est un système nodal de géométrie Node qui est présent derrière. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc vous avez plein de petites choses pour resample la curve, qu'est-ce qu'on fait des extrémités, qu'est-ce qu'on fait des UV, etc., etc. Un autre outil également intéressant, c'est enfin un système de scattering sur le sol digne de ce nom. Donc avant, si on souhaitait par exemple faire un sol qui possédait une projection d'herbe ou autre, ben, on était un petit peu embêté parce qu'on était obligé de contourner le problème pour passer par un système de scattering qui n'est pas forcément adapté à l'usage, à savoir le système de particules. Donc il y avait plusieurs méthodes, mais le système de particules faisait partie de ceux des plus communs. Donc là on va faire par exemple un sol qui ressemble hop là, à ceci. Je vais juste rajouter une petite subdivision par-dessus. Donc maintenant, on a quelque chose qui est ultra intéressant. Là où avant, on était obligé, comme je viens de le dire, de passer par un système de particules, d'émettre des choses à la surface, de lui dire « Ah non, en fait, ce ne sont pas des cheveux, ce sont une collection des objets que tu fais un scatter dessus. » Ou là où on devait créer notre propre système de géométrie Node, vous voyez là où je veux en venir, Blender nous expose automatiquement un système nodal basé une fois de plus sur la géométrie Node pour faire tout ça. Donc si je vais sur le Generate, on a quelque chose qui s'appelle Scatter on Surface, et si je clique dessus, c'est magnifique, on a un outil de scattering qui apparaît. Donc imaginons que je fasse hop là, une collection que j'appelle herbe, comme ceci. Je vais aller dans mon Asset Browser pour voir un petit peu ce que j'ai. Hop là. Donc tout ça, c'est des librairies. J'avais déjà fait des vidéos dessus, hein. Soit du Bagapie, soit d'autres outils. Donc je vais prendre par exemple cette herbe-là, hop là, et je vais prendre également, pour changer, celle-ci. Voilà, deux types d'herbes vraiment spécifiques. Donc là, j'ai mes deux herbes qui sont importées dans ma scène Blender, et je vais pouvoir dire en Blender, mais maintenant, tu me mets non pas des cubes comme il y a ici, mais tu m'importes soit un objet simple, soit une collection. Donc moi, je vais prendre une collection. Cette collection, c'est ma collection herbe. Je vais bien cliquer ici sur Pick Instance, comme ça, je suis sûr d'avoir un aléatoire et non pas à chaque fois mes deux objets qui sont superposés. Ça perd un petit peu tout son sens. Et là, automatiquement, je vais pouvoir changer plusieurs choses. Alors, c'est des choses classiques pour ceux qui ont déjà manipulé du Geometry Node. Normalement, les attributs, là, le nom des paramètres exposés, ça va vous parler, hein. Donc, ça ressemble un petit peu à ça derrière. J'avais déjà fait des vidéos ou des live tutos où je vous expliquais comment créer votre propre système de scattering. Donc là, Blender le fait pour nous, donc c'est encore plus simple. Donc je peux changer la densité, donc par exemple on va se mettre à 5 pour vraiment remplir mon sol. Je peux par exemple lui dire conserve ou non le sol. Vous voyez là, on peut enlever la surface de scattering dessous. Scattering distance, ça on s'en fiche un petit peu. Je peux changer le site pour avoir un nouveau tirage aléatoire, pseudo-aléatoire. Realize Instance, je vous déconseille absolument de cliquer. Là, si je clique dessus, ça va faire crash mon Blender parce qu'en fait, il va convertir les instances en objets indépendants. Ça peut être utile dans certains cas de figure, mais là, pour ce que je vous montre, il ne faut surtout pas le faire. On a le masking si vous voulez peindre à la main certaines zones. Donc ça, également, c'est vraiment chouette. Vous pouvez enlever, par exemple, un chemin au milieu de mon plane si jamais je ne veux pas d'herbe à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on a également le transform qui permet d'avoir de
fameux aléatoire. Donc ça, c'est quelque chose qui également est ultra intéressant. Je peux faire de l'aléatoire sur l'échelle, je peux faire de l'aléatoire sur ma rotation en Z, donc on va mettre en 360 degrés. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est ultra intéressant. Je vais mettre une densité par exemple à 10, et regardez ce qui se passe si je vais en mode rendu. Hop là, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci, donc qui est vraiment chouette. Donc je vais convertir ceci en sun pour avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus intense. Et voilà ce que j'ai. Donc j'ai bien mon système de scattering qui marche bien. Donc ça, c'était un petit peu pour faire le tour sur les modifieurs. Je ferai peut-être des vidéos détaillées sur les différents paramètres. Par exemple, là, je ne vous ai pas montré comment peindre un masque, mais je pourrais vous montrer si ça vous intéresse dans une vidéo parce que c'est quand même assez intéressant. On enchaîne sur le second point. Donc transition toute faite. On a un nouveau système de sky présent dans Blender. Vous savez que si on va dans le sky texture, par défaut, on avait quelque chose qui n'était pas fou, qui a été largement amélioré. Donc par défaut, on était en single scattering, donc on avait quelque chose qui ressemblait à ça. Ça doit certainement vous parler pour ceux qui ont déjà utilisé le système de sky dans Blender. Maintenant, on a quelque chose qui s'appelle le multiple scattering, qui est beaucoup plus réaliste en termes d'horizon, en termes de comportement de lumière, en termes d'absorption d'atmosphère. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est ultra intéressant. Je précise également que ce dernier est compatible à la fois sur Cycles et Eevee. Là, vous voyez, je viens de convertir à Eevee. Alors ça va mettre un petit peu de temps pour convertir les shaders qui ne sont pas forcément compatibles ici sur Eevee. Mais vous voyez que le Sky fonctionne très très bien. Donc je vais retourner sur Cycles. Je vais baisser un tout petit peu l'intensité à 0,75 par exemple. Et on a un comportement physique de ciel qui est vraiment cool. Donc on a toujours ce qui est affichage du sun disk, la taille du soleil, son intensité et son élévation en rotation. Là, vous allez voir que ça marche beaucoup mieux. Donc si j'ai quelque chose de zénithal, vous allez voir que mon ciel est de plus en plus bleu. Et quand je vais baisser ici mon élévation, vous allez voir que petit à petit, on va avoir droit à un magnifique coucher de soleil qui va venir colorer mon horizon de manière beaucoup plus réaliste comparé à ce que j'avais avant. Bon, jusqu'à avoir un soleil qui soit complètement couché. Et du coup, on enchaîne sur de la nuit. Donc ça, c'est quand même ultra intéressant. C'est pas forcément quelque chose qui est compatible avec vos anciennes scènes. Donc, j'ai pas mal utilisé la version 5.0. J'ai essayé d'ouvrir des anciennes scènes. Des fois, du coup, il reste en single scattering. Si vous le switchez en multiple scattering, il perd certains paramètres. Donc, il y a quand même pas mal de nouvelles options présentes dans Blender 5.0 qui touchent tellement au corps de Blender, à la manière intrinsèque dont il est réfléchi et codé derrière, que on perd un tout petit peu en rétrocompatibilité sur l'ouverture d'anciennes scènes. Donc je vous conseille, comme à chaque fois quand il y a des mises à jour majeures, si vous savez que vous voulez faire un projet sur la 5.0, attendez la 5.0 pour le commencer directement dessus. Alors vous allez toujours pouvoir récupérer des assets, mais si vous faites des choses un petit peu poussées, potentiellement vous allez perdre des choses sur vos scènes Blender et c'est un petit peu dommage. Donc une autre fonctionnalité, peut-être la principale de cette vidéo. Ça fait plusieurs fois que j'ai dit ça, mais celle-là, elle est vraiment ultra intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle était présente déjà dans les anciennes versions de Blender, mais elle était toujours en expérimental, et c'est une des fonctionnalités qu'on demandait le plus. Cette fonctionnalité, c'est quoi? C'est la subdivision adaptative. Qu'est-ce que la subdivision adaptative pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement un algorithme qui va vous permettre de subdiviser votre maillage uniquement là où c'est nécessaire en fonction de la caméra. Je m'explique. Imaginons que je veuille rajouter du displacement sur ce plane, qui est un sol, mais que je veux optimiser les subdivisions pour des histoires de rendu. Je ne peux pas me permettre d'avoir une subdivision uniforme partout, parce que si j'ai ma caméra qui est juste là, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire de ce pas, donc imaginons, hop là, je vais mettre une caméra juste ici, je vais passer en view, hop là, en caméra to view, je vais me faire quelque chose qui par exemple ressemble à ça, un peu rasante. Les caméras rasantes, c'est le pire à chaque fois qu'on veut faire du displacement ou autre. Tac, par exemple, quelque chose qui ressemble à ceci. Là, j'ai envie d'avoir beaucoup de subdivisions sur cette partie-là. Là, un petit peu moins, etc., etc. Et également basé sur son champ de vision. C'est-à-dire que pareil, à l'extérieur, là, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de subdivisions. Il m'en faut un petit peu pour des raccords d'ombre, pour un système de conservation de topologie, mais j'ai pas besoin d'avoir une densité uniforme sur l'intégralité de mon plane. Avant, c'était pas possible. Donc je suis obligé, je précise, de passer en Cycle. Ce n'est pas compatible à ce jour avec Eevee parce que ça nécessite quand même des calculs assez poussés. Je vais rajouter un modifier de type
Subdivision Surface, comme ceci. Je vais le mettre en Simple. Qu'est-ce qui se passe si je passe en mode rendu? Je vais rajouter un shader editor pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en termes de topologie. Je vais rajouter un wireframe, comme ceci. Vous voyez que par défaut, alors déjà Blender, c'est important de le savoir, il va trianguler à chaque fois les mèches quand il fait des subdivisions. Mais vous voyez là, si j'augmente mon nombre de subdivisions, c'est uniforme partout. Donc j'ai beau ici mettre 18, alors c'est super, hein, j'aurai quelque chose qui est dense partout, mais c'est pas efficient. C'est-à-dire que le nombre de ressources engagées nécessaires pour le résultat obtenu, c'est pas cohérent. On va mettre de l'effort là où c'est non nécessaire, et inversement, potentiellement, on sera subdivisé à certains endroits. C'est un petit peu l'équivalent du noise threshold. Vous allez voir un petit peu le parallèle. Le noise threshold, je vous conseille de vous référer à la vidéo dans laquelle j'en parle, c'est quelque chose qui va permettre d'analyser par pixel là où les samples du moteur de rendu sont nécessaires pour gagner en qualité. Là, c'est la même chose. C'est en fonction de l'interprétation des pixels, Blender va dire, ok, là, il y a besoin de la subdivision, là, un petit peu moins. Donc, je vais cliquer sur Adaptative Subdivision. Vous remarquez que déjà, il se passe quelque chose. Et très important, normalement, c'est censé fonctionner automatiquement quand on n'a qu'une seule caméra, mais dans le doute, moi, je vous conseille toujours de le stipuler ici. Si vous allez dans les Render Properties, dans Subdivision, le Dicing Camera, vous mettez votre caméra. Vous voyez déjà là, on a un changement. Et vous remarquez une chose, c'est que là déjà, on n'a plus une subdivision qui est homogène. Et ça, c'est chouette. Si je prends ma caméra et que je la déplace, vous remarquez que en temps réel, mes subdivisions se déplacent. Si je fais une rotation, mes subdivisions vont également se déplacer par rapport au champ de vision de la caméra. Si je passe en vue caméra, c'est censé être plus ou moins transparent, ce qui est normal. En vue caméra, justement, je veux avoir quelque chose de défini. Donc c'est normal que j'ai un blanc presque uniforme comme ça. Je peux changer, bien évidemment, en temps réel, la valeur minimale de pixels à partir, le seuil à partir duquel je dis à Blender, tu arrêtes de subdiviser, qui est ici. Si je mets 10 par exemple, vous allez voir que j'ai beaucoup moins de subdivision. Alors, pour bien voir même, c'est ce qu'on va faire, on va se mettre à droite en vue caméra et à gauche en vue non caméra. Comme ça, vous avez un petit peu la double vision. Donc vous voyez, là, si je mets 10, c'est un petit peu une valeur où il faut le réfléchir à l'inverse. C'est la taille en pixels nécessaire avant de resubdiviser. Donc plus je mets un nombre de pixels élevé, moins il va faire de subdivision. Si je mets 5, vous remarquez qu'il commence à affiner un petit peu plus. Si je mets 1, on a quelque chose d'encore plus qualitatif. Si je mets 0.5, on a quelque chose d'encore plus précis. Sachant que vous voyez, on a une différence entre viewport et render, lui il fait une autre interprétation pour avoir un petit peu plus de détails également en rendu. Donc ça c'est ultra intéressant, pourquoi? Parce que imaginons que je veuille faire un displacement au sol, c'est principalement pour cette raison-là qu'on l'utilise. Si je fais un displacement comme ceci, si je fais un noise texture, je mets mon facteur sur ma hauteur, mon displace sur mon displace, je fais un displacement and bump, je vais rajouter, comme je vous ai montré tout à l'heure, le Sky Texture, autant utiliser les nouvelles fonctionnalités. Je mets à 0,75 pour que ce soit un petit peu moins fort. Et là, regardez, si j'augmente les détails, un petit peu le scale, tac, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens quelque chose qui est ultra qualitatif pour ce qui est proche de la caméra et un petit peu plus décimé sur ce qui est lointain. Alors là, j'ai peut-être exagéré. Si je mets du 3 par exemple, ou du 5, vous allez voir que ce qui est lointain, ça commence à devenir un petit peu, ça commence à baver. Alors pour bien le voir, on va même se mettre en displacement only et désactiver le bump. Comme ça, vous allez bien voir, là, on voit concrètement qu'on a beaucoup plus de détails ici, proche caméra, que ce qui est loin. Donc si je me mets à 1 comme tout à l'heure, vous voyez là, la différence, elle est vraiment ultra marquée. Et ça, c'est, en termes d'optimisation, c'est super. C'est exactement ce que je veux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que sur la subdivision de mon mesh, là, je ne vais pas alourdir ma scène avec du mesh inutile, alors que ici, j'ai vraiment quelque chose qui va être subdivisé correctement. Et ce qui est également intéressant, c'est que d'un point de vue caméra, c'est totalement transparent. C'est-à-dire que si je me mets en vue caméra, ce qui est l'objectif, parce que quand on fait un rendu, c'est basé sur la caméra, bah sur le bord, j'ai moins de subdivision, mais on s'en fiche, on ne le voit pas. Malgré tout, j'en ai quand même un petit peu, comme ça j'ai des bonnes projections d'ombre, j'ai une cohérence, et surtout ça évite, chose que souvent on oublie, ça évite d'avoir quelque chose qui va pop de manière beaucoup trop flagrante. Si j'ai une rotation de ma caméra, ben, je veux qu'en temps réel, mes subdivisions fonctionnent. J'ai pas envie de voir apparaître ou disparaître des polygones. Donc là, je sais pas comment Blender, j'ai pas encore testé des animations de caméra. Normalement, c'est censé être géré. Donc c'est des choses qu'il faut quand même qu'on teste. Donc vous voyez, pour info,
1 pixel, c'est pas mal, mais moi, je préconiserais plutôt quelque chose qui soit beaucoup plus petit pour avoir quelque chose de plus fin en termes de rendu. Et là, vous voyez, on a quand même quelque chose qui est assez intéressant en termes de qualité de rendu. Donc là, c'est quand même assez cool. Donc si je me remets en Displacement and Bump, vous voyez que là, en termes de qualité, on n'a aucun problème. Et on a quelque chose qui est ultra optimisé. Si je désactive l'adaptation de subdivision, ben, je vais avoir quelque chose qui déjà est beaucoup moins qualitatif, ben, parce que lui, il me fait une subdivision uniforme partout. Et là, je vais devoir bourriner ici cette valeur-là, par exemple monter jusqu'à 10 pour avoir quelque chose qui commence un petit peu à ressembler, et encore, on est très très loin du résultat d'avant. Et c'est surtout que là, je vais avoir des détails à des endroits qui ne sont pas forcément intéressants. Donc l'Adaptive Subdivision, c'est vraiment une des fonctionnalités principales de cette nouvelle version qui est ultra intéressante. Elle était déjà présente sur les anciennes versions en tant que experimental feature. Elle était ultra bancale, elle faisait crash souvent Blender quand on faisait des rendus. Donc c'est vraiment bien qu'il ait poussé de manière enfin officielle. Le seul défaut, c'est que c'est pas compatible avec Eevee. On va changer drastiquement de milieu, on va parler de Compositor. On va en parler rapidement. Donc le compositor, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système nodal qui permet de faire du compositing dans Blender. Maintenant, grosse nouveauté, tout ça c'est géré de la même manière que le système de shader, que le système de Geometry Node. C'est-à-dire que c'est vraiment des presets que vous allez faire. Vous voyez ici, je peux faire un nouveau compositing node group que je vais pouvoir réutiliser. Vous voyez, tout ça avant, c'était pas présent. Là, je peux en faire plusieurs. Je vais pouvoir switcher d'une composition un node si je le souhaite. Je vais pouvoir l'enregistrer pour faire des presets. Si j'ouvre, par exemple, une image d'un rendu que j'ai réalisé, open, donc on va prendre ceci que j'ai réalisé en live sur Twitch. D'ailleurs, le lien est dans la description si jamais ça vous intéresse. Je fais pas mal de directs dessus où on fait des scènes de A à Z. Je vous montre un petit peu comment faire tout ça. Donc tout ça, c'est full Blender. Il y a déjà un compositing qui a été fait dessus qui est ultra léger. Mais maintenant, vous avez les fameux presets qui ont été annoncés. Si j'appuie, hop là, ici pour enlever ma caméra, vous voyez ce qui est en bas. Tout ceci, ce sont des presets nodales que vous allez pouvoir importer dans votre Blender. Imaginons que je veux rajouter une aberration chromatique. J'ai juste à drag and drop. Alors si j'appuie sur Tab, je peux voir un petit peu comment c'est constitué derrière. Là aussi, c'est dans une même philosophie, une même approche que le Geometry Node. Donc je vais pouvoir prendre ceci, le drag and drop juste là. Il est présent en haut, vous voyez Chromatic Aberration. Vous avez vraiment un système de gestion d'assets. En fait, on considère vraiment que maintenant, toutes les modifications du compositor, ce sont un petit peu la même gestion que les shaders, que le Geometry Node. Donc, c'est la même philosophie, la même approche. Et là, vous voyez, je peux rajouter, par exemple, de l'aberration chromatique sur mon image directement. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir créer vos propres nodes, les réutiliser d'un fichier à l'autre, modifier éventuellement ceux déjà présents dans Blender. Et c'est surtout ultra intuitif de se dire que là, l'aberration chromatique, j'en mets, je sais pas, un rendu sur 3, je sauvegarde mes presets, je drag and drop, je l'ai automatiquement. Pareil pour le grain, par exemple, je peux rajouter du grain facilement sur mon image. Si je veux rajouter une vignette, donc je vous montre, par exemple, c'est ici, les vignettes, c'est pareil. Les vignettes, avant, c'était une tannée. On était obligé de faire une ellipse, de la blurrer, de faire plein de paramètres. Là, l'avantage, alors pareil, on peut voir si on est curieux ce qui se cache derrière. Pour l'éditer nous-mêmes, je rajoute ceci, tac. Ça y est, j'ai ma vignette qui est faite. Donc je peux changer un petit peu la taille de celle-ci. Voilà, tac, je peux le mettre comme ça. Et très facilement, je vais pouvoir me créer des presets. Donc vous voyez le résultat avant, après. Donc il y a plein de choses sur la colorimétrie qui est présent, sur les modifications d'image, si je veux modifier le contraste, les couleurs, la clarity, les détails, etc., etc. Tout ceci, je peux le faire automatiquement avec des notes qui sont exposées par défaut. Donc là, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la communauté va proposer plein de presets de nodes. L'avantage, c'est que vous-même, vous allez pouvoir vous créer vos propres presets, les enregistrer, les exporter pour d'autres scènes. Et ça, c'est ultra intéressant. Cinquième et dernière fonctionnalité, qui a un petit peu un lien avec le compositor, mais qui a surtout un énorme lien avec le VSE, qui est le Video Sequencer Editor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de montage présent directement dans Blender. Donc si je rajoute, il y a plein de nouveautés sur ça. Si je rajoute par exemple un rendu, hop là, que j'avais fait pareil lors d'un live, c'est tout bête, c'est juste voilà, une tasse qui s'avance comme ceci. Je vais brider, je crois que c'était 80 frames si je dis pas de bêtises, voilà. Comme ça, j'ai le truc qui loupe. Maintenant, on a possibilité, et ça c'est quand même ultra intéressant,
de rajouter alors directement des modifieurs ici. Ça, il y avait déjà des versions qui le permettaient. Plus ou moins, il y a eu des modifications sur ça. Donc je peux rajouter, je sais pas moi, du color balance. Et directement ici, j'ai vraiment un véritable modifieur. Donc pareil, dans une philosophie d'homogénéité, de homogénéisation du logiciel, c'est vrai qu'il y avait des briques qui étaient à part et qui n'avaient pas le même fonctionnement. Le Video Sequencer Editor en faisait partie. Donc maintenant, l'édition de vidéo, vous n'allez pas être perdu si vous venez d'autres fonctionnalités de Blender, parce que automatiquement, c'est un petit peu les mêmes interfaces, la même philosophie. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le modifier Compositor. Si je fais un New, là, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Là, on vient de créer en temps réel un nouveau environnement de compositing. Et si je vais dans le Compositor maintenant et que je sélectionne mon Sequencer Compositor Editor, en temps réel, et ça c'est quand même ultra intéressant, je vais pouvoir utiliser tous les systèmes présents dans le compositeur, par exemple le Lens Distortion que je vais mettre juste ici, et qui vont s'appliquer automatiquement, vous voyez, dans le Video Sequencer Editor. Donc en gros, ça permet, quand vous faites votre montage vidéo, de rajouter des effets par-dessus, là où avant on était obligé de le faire sur l'image de base avant la sortie. Donc ça permet de venir gratter un petit peu du retard sur des logiciels de montage, de FX et de compositing un petit peu plus avancés comme Nuke Fusion. Alors, on n'en est pas encore là, hein, mais c'est quand même une première approche. Au passage, Lens Distortion, vous voyez que maintenant, il gère bien l'alpha, alors qu'avant, c'était pas le cas. Petit aparté. Mais voilà, là, tous les systèmes nodals, si vous voulez faire des chroma keys, si vous voulez faire un mélange avec une autre image, si vous voulez faire, je sais pas moi, rajouter du color, un colorant par exemple là, pour le mettre en noir et blanc comme ceci, tac, avec ici du vert, hop là, on peut le faire. Vous faites vraiment ce que vous voulez dans le système nodal de compositing qui sera automatiquement appliqué au Video Sequencer Editor. Également, autre avantage, c'est que ce que je vous montrais tout à l'heure, ça fonctionne ici. C'est-à-dire que si là, je prends mon node sépia, je le drag and drop, hop là, il y a des petits bugs, hein, vous inquiétez pas. Vous voyez, automatiquement, ça fonctionne. Donc tout ceci, ça permet une fois de plus d'assurer une cohérence globale d'un logiciel, que vous ne soyez pas perdu. Alors ça rame un petit peu, c'est normal la caméra, parce que ça demande quand même pas mal de ressources. Là on demande à Blender d'interpréter à la fois une lecture, là je lis des EXR qui sont assez lourds, avec des motion blur et tout. En plus il y a une interprétation compositing par-dessus. Donc ça peut être assez lourd en termes de traitement, mais ça permet de faire des choses vraiment intéressantes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si je résume les 5 points principaux, c'est les nouveaux modifieurs, à savoir le ray, la gestion des curves et surtout le scatter sur la surface qui est ultra intéressant. Le nouveau sky qui est la nouvelle fonctionnalité également. La refonte qui est assez cool. L'adaptative subdivision qui permet de subdiviser dynamiquement vos mèches, notamment pour faire du displacement en temps réel, mais pas que, ça peut être utile pour plein de choses. La nouvelle gestion du compositeur avec vraiment un système de presets que vous allez pouvoir enregistrer et exporter éventuellement, et la compatibilité entre le compositeur et le Video Sequencer Editor qui va arriver sur la version 5.0. Donc pour le moment c'est une bêta, si jamais vous voulez le télécharger, c'est pas compliqué, vous allez sur le site de Blender, vous allez sur Download, vous scrollez un petit peu, vous allez dans Download Blender Experimental et vous avez ici les 5.0 bêta, vous avez même les 5.1 en alpha si jamais vous êtes joueur, sachant que c'est pas très stable tout ça. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas d'impératif de changement de version, de rester sur la 4.5 qui est la plus stable. Si vous êtes curieux, vous pouvez télécharger la 5.0. Bien évidemment, quand il y aura le release officiel, on passera en revue tout le patch note comme d'habitude, où je vous montrerai les fonctionnalités présentes directement sur le site de Blender. La dernière fonctionnalité dont on n'a pas parlé, qui avait été annoncée, mais qui sera, je pense, pas présente sur la 5.0, mais peut-être un petit peu plus tard, c'est le DLSS, qui est un algorithme qui va vous permettre de gagner énormément de temps de calcul, notamment pour du temps réel, où en fait Blender va calculer une image faible résolution et l'upscaler automatiquement avec le deep learning et l'intelligence artificielle pour avoir un résultat tout à fait exploitable visuellement en temps réel. C'est un petit peu la même révolution que le denoise qu'on avait eu à l'époque. Quand on avait eu la notion de denoise, ça permettait vraiment d'avoir des choses en temps réel très très lourdes. Mais là, c'est l'étape encore au-dessus. C'est déjà présent dans pas mal de jeux vidéo, par exemple, ou d'applications 3D. Donc là, Blender a présenté ça il y a quelques temps et ça a l'air vraiment fabuleux. Il me tarde de tester ça, mais je pense que ce ne sera pas pour tout de suite, donc je vous tiendrai au courant quand ça arrive.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo sur une version bêta pour vous présenter un anticipé des fonctionnalités que je trouve intéressantes. Désolé pour la voix, vous sentez qu'elle est un petit peu en train de s'éteindre. J'avais prévu de tourner plein de vidéos aujourd'hui, je pense que ça va passer à la trappe. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Vous pouvez bien évidemment télécharger la version 5.0 si ça vous intéresse. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux sociaux présents dans la description, également Twitch présent juste ici, sur laquelle on fait pas mal de choses en direct de 3D, donc soit je réponds à des questions, soit je fais des scènes de 3D ou autres, et je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation ou d'autres vidéos sur Blender.